Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, honorables députés, vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier votre administration pour la franche collaboration qu'elle entretient avec le ministère de l'Économie et des Finances, parce que nous sommes une administration qui travaille beaucoup avec l'Assemblée nationale. Je voudrais, au terme de ce qu'il est convenu d'appeler le marathon budgétaire, remercier et rendre hommage à cette administration. Saluer aussi les journalistes, parce qu'on a, au niveau du gouvernement, on les oublie souvent dans les salutations. Je vais vous saluer, tous ceux qui sont au niveau de la presse. Ce débat a débuté le vendredi 13 octobre par le dépôt du projet de loi de finances au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis ce jour, les représentants du peuple souverain que vous êtes, vous avez travaillé d'arrache-pied pour décortiquer le contenu du budget. C'est un exercice hautement technique, c'est vrai. Ce fut aussi un moment de respiration, de forte respiration démocratique. Parce que cela permet aux deux pouvoirs, les deux premiers pouvoirs constitutionnels, de pouvoir dialoguer sans complaisance. Au niveau du ministère des Finances, nous nous en réjouissons parce que nous considérons, en tant que techniciens des finances, les honorables députés que vous êtes, comme des acteurs budgétaires à part entière. Ce n'est pas pour rien que nous venons avec une équipe très forte. C'est pour relever l'ensemble des préoccupations et essayer autant que possible d'apporter ou des éléments de réponse, mais surtout d'amélioration pour le futur. Monsieur le Président, vous avez noté que la présentation du budget a beaucoup évolué dans le bon sens. Nous vous avons donné, nous avons remis il y a quelques jours un budget genre. Ça découle d'une analyse. Un budget à lecture facile. Parce que nous savons que les finances publiques peuvent être complexes par moment. Nous vous avons soumis un budget PTIP aussi résumé. Tout cela pour faciliter la compréhension, mais surtout, pour être transparent comme l'exige de nous le président Macky Sall. Car derrière la sécheresse des concepts budgétaires, derrière l'aridité du jargon employé, derrière la profusion des chiffres et des tableaux, c'est pour cela, dans l'analyse, beaucoup d'entre nous peuvent être amenés à se tromper, ce que nous comprenons aisément, parce que ce n'est pas le métier. Il y a le Sénégal. Uniquement le Sénégal. Le budget n'a pas de préoccupation que de régler les préoccupations des Sénégalais. C'est une volonté clairement exprimée par le président de la République, Macky Sall. Le budget, c'est notre feuille de route. C'est une carte qui permet d'arriver à un point. Mais la carte ne suffit pas, il faut une boussole. Plan Sénégal émergent. Mais il faut aussi un concepteur. C'est la mission que le Sénégal a confiée au président Macky Sall. Si je devais décrire cette politique, je dirais qu'il s'agit d'un mouvement permanent, le budget que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Et par moments, les éléments même peuvent sembler contradictoires. Mais en réalité, ils sont complémentaires. Et derrière ce budget, ce que vous noterez, c'est l'audace et la prudence. C'est l'audace qui nous permet d'afficher les chiffres que vous avez.
mais aussi la prudence du gestionnaire, qui ne nous autorise pas à aller à l'aventure. C'est l'audace qui nous permet d'inscrire dans le budget 633 milliards de masse salariale. C'est aussi l'audace qui nous permet d'inscrire dans le budget 1339 milliards pour les dépenses d'investissement. Car investir, c'est dépenser de l'argent pour l'avenir. Il a été beaucoup question d'endettement. J'avais décidé de ne plus revenir sur la question de l'endettement. Tellement ce débat manque de pertinence. Je rappelle qu'il y a 2 ans, en 2015, lorsque dans son message à la nation, le président de la République avait annoncé que le Sénégal avait atteint un taux de croissance de 6,4%, les mêmes experts s'est penché beaucoup au niveau de la presse pour dire que ce n'était pas possible, jusqu'à ce que 2 mois plus tard, le Fonds monétaire vienne confirmer un taux de croissance de 6,5%. Et vous noterez que depuis 2015, 2016, 2017, on ne parle plus de taux de croissance, mais on déplace le débat sur l'endettement. Tous les pays du monde s'endettent, sans exception. Tous les pays du monde s'endettent, sans exception. C'est normal et c'est naturel de s'endetter. Et il y a une seule instance internationale pour classer les pays. Et en matière d'endettement, on parle de surendettement. Il y a 3 catégories de pays. Des pays à surendettement, à risque de surendettement faible, de par la grâce de Dieu, de par la qualité de la politique économique qui est mise en œuvre sous la dictée du président Macky Sall, le Sénégal est considéré aujourd'hui comme étant un pays à faible risque de surendettement. Personne ne m'a encore démenti, j'ai dit qu'en Afrique au sud du Sahara, il n'y en a que 4. Les informations publiées par le Fonds monétaire sont des informations publiques. Cela veut dire en termes clairs que les pays qui nous entourent ici, dans notre sous-région, tous ces pays sont au moins à risque de surendettement modéré. Et pourtant, dans ces pays, ce débat ne se pose pas. Et au surplus, l'endettement est autorisé par le Parlement. Nous sommes dans une logique de transparence absolue. Est-ce qu'il faut refuser de s'endetter quand le peuple en a besoin? Ce n'est pas l'option du président Macky Sall. Il y a quelques minutes, je recevais un texto de la BID m'annonçant l'approbation par le conseil d'administration, ça se fera le 23 décembre, d'un soutien au Sénégal de 60 millions de dollars en faveur du PUDC, soit à peu près 40 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'abstenir d'électrifier certains villages? Ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'endetter peuvent venir le dire ici devant les Sénégalais. Est-ce qu'on doit s'abstenir de soulager ces femmes qui, aujourd'hui, l'objectif du PUDC est de réduire la pénibilité des tâches? Ceux qui pensent qu'on ne doit pas le faire, parce que malheureusement le pays ne l'a pas fait depuis longtemps, il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ces experts en finance peuvent venir peut-être nous dire ici que ces Sénégalaises ou ces Sénégalais n'ont pas aussi droit à l'électricité ou n'ont pas droit aux pistes rurales. Voilà un peu les raisons pour lesquelles le pays s'endette et le pays bénéficie de la confiance de la communauté internationale. Mais ce qu'il faut retenir, parce que souvent, lorsqu'on en parle, et surtout quand on en parle dans certaines instances,
c'est comme si on manquait de respect à ces institutions. Pensez-vous que la BID, ou la BAT, ou la Banque mondiale, ou l'AFD, ou l'USAID, ou les autres institutions vont prendre l'argent de leurs contribuables pour le mettre à la disposition d'un pays qui ne bouge pas, pour l'investir dans des secteurs qui ne sont pas rentables? Assurément non. C'est parce qu'aujourd'hui, les équilibres macroéconomiques sont retrouvés, la gestion budgétaire est rigoureuse, que le Sénégal, que l'on fait confiance au Sénégal. Je pense qu'il faut qu'on accepte ce postulat. Nous n'avons pas de risque de surendettement. Maintenant, il faut faire attention. Effectivement, nous ne sommes pas à l'abri de chocs. Il faut toujours analyser, vérifier, et ce que nous faisons tous les jours. Pour revenir au PTIP, vous devriez remarquer les évolutions qu'il y a eu dans la présentation du PTIP. Il a été beaucoup question aujourd'hui de régionalisation. Mais il y a 3 ans, vous n'aviez pas ces informations. Il y a 3 ans, ça ne fait pas longtemps, vous n'aviez pas ces informations. Aujourd'hui, non seulement on vous donne ces informations, d'une part, mais on vient même de vous donner exactement les investissements qui sont en cours dans ces régions. Quel souci de transparence, quelle volonté de transparence. Et je pense que c'est ça le credo du président Macky Sall, et c'est ce qui explique et justifie aujourd'hui les performances économiques qui sont affichées. C'est vrai, tout à l'heure, l'honorable député Mamoudou Lamine Diallo a dit qu'il nous attend au mois de juin. On se comprend parfaitement. Parce qu'on a fait un travail de rénovation des comptes nationaux. Je voudrais le rassurer. Le PIB du Sénégal va évoluer de 30%. Je voudrais le rassurer. L'endettement qui est aujourd'hui à 60% sera à 45%. Je voudrais le rassurer qu'il n'y aura pas de changement dans la croissance actuelle. Maintenant, les travaux de rétrocupération sont en cours sur des séries très longues pour pouvoir terminer, pour pouvoir valider avec la communauté internationale tous ces éléments. C'est dire que nous savons exactement ce que nous faisons, et c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous les cadres du ministère de l'économie, des finances et du plan. Et dans cette analyse qui a été faite, il faut peut-être faire beaucoup attention. C'est vrai qu'on a parlé de Dakar, mais on peut analyser la situation de Dakar sous 2 angles. La région de Dakar, c'est à peu près 23% de la population. Donc qu'on y mette 21% des investissements, ça semble être logique. Tout comme la région de Kédougou, c'est 4% des investissements, mais la région de Kédougou, c'est 1% de la population. Donc le critère selon lequel on met en avant la population n'est pas un critère qui me semble être pertinent. D'autant plus qu'au niveau de Thiès, où on a 13% de la population, on a 6% des investissements. Il faut combiner plusieurs éléments pour pouvoir justifier pour pouvoir justifier un peu des choix d'investissement. C'est la raison pour laquelle dans le PTIP, on vous a donné la classification par secteur d'activité, primaire, secondaire, etc. C'est vrai, au niveau de l'industrie, on n'a pas beaucoup mis, c'est vrai, mais il n'appartient pas à l'État de créer des industries. Par contre, il appartient à l'État de créer les bases d'une industrialisation. Il nous appartient de créer, de mettre en œuvre des réformes susceptibles de nous permettre d'attirer des investisseurs et de permettre à ces investisseurs de travailler de la manière la plus optimale et la plus sûre. C'est ce qui est à la base de la création des zones économiques, de la zone économique spéciale.
Peut-être qu'il faut encore d'autres modèles, il faut encore booster, mais c'est comme ça. Nous avons dans le PTIP aussi fait une classification après les secteurs d'activité. On l'a fait aussi en tenant compte du plan Sénégal émergent. Axe 1, transformation structurelle du capital, on y met à peu près 60%. Axe 2, développement humain, on y met à peu près 25%. Paix et sécurité, on y met à peu près 10%. Il faut toujours y mettre plus ou moins 1 ou 2. Parce que, et enfin, nous avons aussi fait une classification selon les ODD. Cela veut dire que dans la définition des choix de politique économique et dans la définition de la politique surtout d'investissement, c'est plusieurs critères, plusieurs indicateurs qui sont mis ensemble pour voir un peu en termes de choix, quel est le choix qui devrait permettre au pays d'investir et d'avoir un objectif par rapport aux critères que je viens de rappeler tout à l'heure. Enfin, parlant de Dakar, il ne faut pas aussi que Dakar se positionne par rapport aux autres régions, non. Nous sommes aussi un pays en compétition, Dakar, et une capitale en compétition avec d'autres. C'est Abidjan peut-être, c'est Rabat ou Casa, c'est Johannesburg. Je pense que tout cela influe sur les décisions et sur les choix d'investissement. Maintenant que l'on demande à améliorer ça et là, oui, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le PTIP, c'est une projection sur 3 ans. Et je reviendrai tout à l'heure sur les pourcentages. Et c'est la première année du PTIP qui constitue le BCI qui est exécutoire. Pour les 2 années qui restent, on est dans la projection. Pour ceux qui parlent de souveraineté budgétaire, oui, on est à 52%. Mais dans le budget 2018 de cette année, les financements d'origine interne représentent 64% du BCI. On a donc une moyenne de 52% parce que nous sommes sur un horizon 2019-2020. Mais là, nous sommes dans le cadrage. Mais on verra qu'en 2019, lorsque Dieu nous permettra de vous présenter la loi de finances, vous verrez que dans le BCI, on ne sera pas à 52. On sera peut-être à 66 ou 67. Ou on sera à un peu moins de 60. Parce que dans le même temps aussi, nous affinons les projections des années à venir. Mais je voudrais rassurer, le Sénégal a fait des projections fiables sur les 10 années à venir. Des projections ne tenant pas compte du pétrole et du gaz. Cela veut dire en termes clairs, le Sénégal est en mesure d'assurer une croissance moyenne de 7% sur les années à venir sans ressources pétrolières et gazières. C'est ce qui explique aujourd'hui et qui justifie que le Sénégal bénéficie de la confiance de la communauté internationale, publique comme privée, des marchés publics comme des marchés privés. Je pense qu'il a certainement lu les documents, mais il n'a pas compris. Nous sommes sur une projection à moyen terme, donc 2019-2020. 2018, il verra que c'est 64%. Donc l'année prochaine, quand on va glisser, on va rajouter une année 2021. Peut-être qu'on sera à 53 ou 54% de moyenne. Mais dans les faits, lorsqu'on va vous présenter le budget, ce qui va être exécuté, vous verrez qu'on sera à plus de 60%. Je pense que il n'a pas bien lu, ou en tout cas il a lu, il n'a pas bien compris. J'ai aussi répondu à l'honorable député Ousmane Sonko, effectivement, sur Dakar, choix qui a été fait. Dakar, je le rappelle, c'est 21,8% des projets, mais c'est 23% de la population. Nous n'avons pas encore commencé à désagréger le revenu par tête pour voir un peu quel est le revenu par tête à Dakar ou dans les régions. C'est vrai que ça peut être un exercice que l'ANSD peut lancer, mais pour l'heure, ce travail n'est pas encore
n'est pas encore fait. L'honorable député Madi Kenya est revenu tout à l'heure aussi. Ça permet de répondre aux questions par bloc sur les projections. Alors, nous avons projeté 6 500 milliards, à peu près, sur le BTIP, oui. Il y a enlevé le BCI, oui. Mais nous projetons une croissance de 7%. Nous projetons une amélioration des recettes. Nous projetons une amélioration de la mobilisation des ressources sur le plan international. Donc la projection que vous avez, la moyenne de 2500 milliards ou 2300 ou 2700 en fonction de la situation réelle de l'année prochaine, c'est une prévision tout à fait réaliste. Tout à fait réaliste. Et je pense même qu'on est en deçà de nos capacités aujourd'hui. Monsieur le Président, de me Bougon bala may continuer sant Assemblée nationale. Sant le Président Assemblée, mais surtout sant sa administration. Parce que le ministère des Finances, beaucoup de gens 63 milliards 300 millions. En 2011, elle se chiffrait à 57 milliards 400 millions. C'est une dynamique de baisse. Je peux sauter les autres années parce que la tendance est toujours maintenue. Et en 2016, elle est de l'importation de lait était de 45 milliards 700 millions. Donc la baisse tendancielle est maintenue. Au sujet du recensement du bétail, je confirme ce qui a été dit en commission. Aujourd'hui, nous avons l'accord de l'Union européenne, mais aussi de la Banque mondiale, pour nous accompagner dans cela, et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie travaille pour boucler ce financement. Pour le recrutement, question soulevée par l'honorable député, la présidente de la Commission générale de l'économie générale, Madame Diem Madiaïba, l'honorable député. Je m'en tiens à ce que le ministre a déjà donné comme élément de réponse et confirme qu'en réalité, toutes ces questions de motivation et personnel seront réglées quand on finira avec le rapport général sur les traitements des agents de l'État. Pour le budget, je répondrai spécifiquement à l'honorable député Mamadou Diop Decroix. Honorable député, en tous les cas, notez en tant que ministre du budget, notez en tant que ministre du budget que depuis au moins 4 sessions, amul ben budget boni doy na. De communication, de sport, d'agriculture, bu ñëw doyul. Loolu laa noté. Te li ma jàpp mooy budget te ministre bi wax na ko sax du doy bi mooy li nga xam ne mooy am solo. Parce que bu ma toppee tendance boobu dama doon jéem a calculer mooy budget bu ñëw ak mu jot war naa ko multiplier par 30. doole Sénégal yéegu ñu ngi wax lépp sax du mu ne ngay lebee. Donc li nu mën a jàpp mooy député bi am na droit ni budget bi doyul moom am na droit ni dinaa ko voté wala du ma ko voté am na sax droit ni baaxul waaw ngeen bàyyi gouvernement bi nag mooy li budget bi mu am loolu sax c'est-à-dire li nga ko doon déggoo si mooy budget d'abord instrument politique la waxuma politique des politiciens politique instrument politique la mooy man gis-gis bii laa am secteurs yi ñoo gën a sooxe secteurs yii lañ war a gën a dimbali nu soqi ko secteurs yi ñooy xëcc yeneen secteurs yi lii laa am rek def ko fii bu déwénee nga def lii fii bu déwénee nga def lee fay
aujourd'hui ministère bi bu ma delloo ci ginnaaw juróom-benn à juróom-ñaari at budget multiplié nañ ko par 167%. Ministère de l'élevage su ma juumul et je pense que j'ai les chiffres 2011 damay tëb 2012 parce que mon grand frère l'honorable président a dit que 2012 leen jàpp comme date dama koy tëb 2011 budget ministère bi mi ngi toll ci 8 milliards 891 2011 dama bëggoon jàkkaarloog honorable pour wax ak moom. Pardon? C'est dommage que je ne pourrais pas le prendre. 2011 budget ministère élevage mi ngi tolloon ci 8 milliards 891 millions 8 milliards 891 millions damay tëb 2012 2013 mi ngi ci 13 milliards tey mi ngi ci 23 milliards. su ma jëloon yeneen secteur mën naa sax jël secteur yoo xam ni moom la honorable gën a mën naa jël yeneen secteur yoo xam ni bu ma ko waxee honorable Mamadou Diop dina ko mën a vérifier ndax yu mu xam bu baax la. bu ma jëlee commerce xam na ko bu baax 2011 5 milliards la tolloon budget bi ñu leen mujj jox mi ngi joxoon ci 18 milliards. su ma jëlee communication moo xam bu baax ñu ngi woon ci 6 milliards en 2011 ñu ngi toll ci 15 milliards 388 dama bëgg a wax rek ni budget amul benn réew bu muy doyee ci priorité la. boo ne lii laa bëgg a def fii ak at nii laa koy defee en fonction de ça ngay séddalee te séddale bi tamit dafa am ay contraintes ndax souvent boo déggee réew yi nu leen di joxañ mooy nee nañ déficit ba dafa sori naam déficit sax instrument de politique économique la léegi-léegi nu ni bor yi dafa ëpp moo tax budget di am fu muy taxawee boo xësee ba taxaw foofu nag da ngay am ay critères yoo xam ne ci ngay séddalee budget at mi ciy topp maanaam kii at mi weesu joxoon naa ko 20 milliards waaye ba mu doxee conseil ma wu ci lu dul 15 milliards kon duma ko joxaat ren 20 milliards ñaareel bi dañuy ñëw fii di leen déglu fi mu ne saa yi ma paree budget def naa rapport boo xam ne dama naan député yi lii leen gisee Sénégal lii leen namm ci Sénégal waaye ki nga xam ne moom la Sénégalais yi wóolu ci dañuy man lii laa namm ci Sénégal nu boole loolu teg suñ ko tegee fi mu ne lu mel ni ci ministère bi ne ngeen production laitière da nga koy comparer ak importation de lait ñu ni ñun kat bëgg nañu gën a wàññi li ñu jéggaani meew ci bitim réew ñu ni kon nañu yokk production laitière ba nga xam ne bu déwénee mën nanoo fexe ba dootuñu jéggaani 5 milliards kooku parce que déglu nañ leen mais dafa fekk aussi dans le plan Sénégal émergent loolu dafa nekk un critère pour le secteur noonu la ñuy def donc du toujours dañuy xëy rek tabax budget ñoo jébbal leen ko ñu ngi leen di déglu bu baax di tenir compte nag ci observation yi noonu et les plus critiques dans le sens intellectuel lay wax nu ngeen ko gënee càmbare ba di lii baax na wala baaxul loolu du ci tenir compte toujours loolu laa bëggoon tontu honorable Mamadou Diop. Je reviens sur la question du budget du ministère, mais sous l'angle d'analyse
de l'honorable député Ousmane Sonko, qui d'abord, je voudrais qu'on relève ensemble que ce ministère, contrairement par exemple à un ministère qui s'occupe d'infrastructures et spécifiquement à l'exemple du TER que vous avez donné, ne sont pas dans le même compartiment, étant entendu que le secteur de l'élevage n'est pas un secteur à forte intensité de capital comme le TER ou la réalisation d'autoroutes. On est d'accord sur ce point. Et la parfaite vision de l'élevage de développement dans le plan Sénégal émergent et surtout la cohérence de la démarche, je vais la démontrer en 3 étapes. Dans tout secteur, il faut commencer d'abord par les fondamentaux. Et par les fondamentaux, il faut une mise à niveau. Il faut rattraper le retard. Il faudra corriger les gaps, les déséquilibres et les faiblesses. C'est pourquoi il y a la lutte contre la pauvreté en matière de politique d'élevage. Ça, c'est ce qui est basique. Ça ne veut pas dire que c'est en un court temps qu'il faut le donner, en un court terme. Il faut, dans la stratégie du développement des secteurs, continuer toujours à lutter contre la pauvreté, à permettre aux acteurs de s'autonomiser, à veiller sur la chaîne de valeur, à créer de la richesse, des emplois et aller au niveau de la transformation pour avoir un élevage industriel. Et pour cela, le Sénégal a comme 2 grandes références. L'alignement sur les ODD, mais l'agenda africain de 2063. Donc il faut continuer à lutter contre la pauvreté dans le secteur. La deuxième étape, et nous sommes là-dessus, c'est le développement des filières et des chaînes de valeur. Et si vous vous référez au rapport présenté par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales lors de son passage au niveau de la Commission de l'économie générale, des finances et de la coopération économique, elle avait décliné que dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, il y avait 4 projets majeurs. Le projet d'appui au développement filière laitière, le projet d'appui à la modernisation des filières animales, le projet d'appui à l'agriculture familiale et le projet de développement de l'élevage en Casamance. Pour dire que le plan Sénégal émergent, et comme il est souvent répété, qui transcende les régimes, qui est partagé par les Sénégalais, ce plan a retenu dans sa vision l'élevage à travers ces 4 programmes. Et à ces 4 programmes, il faut aussi ajouter. On ne peut pas développer des projets ou des programmes sans tenir compte de la santé animale. Et la stratégie de protection zoosanitaire et de santé publique vétérinaire vient compléter cela. Pour dire qu'on est en train de propulser, de promouvoir le secteur à travers ces 4 projets ou programmes. La 3e étape sera de faire de l'élevage un secteur qui permet à l'industrie d'exister. Et cela ne se fait pas de manière isolée parce qu'il faut tenir compte de l'intégration des autres politiques publiques. Il faut tenir compte des infrastructures. On ne peut pas faire de l'élevage sans pour autant désenclaver. Donc tout ce qui est désenclavement entre dans cette stratégie. Tout ce qui est infrastructure en matière hydraulique entre dans cette stratégie. Et tout ce qui, demain, entre dans la transformation des produits du secteur par la promotion des petites et moyennes industries, va contribuer à renforcer cette stratégie. Voilà pour dire que la vision, elle est claire. Il faut, dans un premier temps, lutter contre la pauvreté et mettre à niveau le secteur.
dans un deuxième temps, mettre en œuvre des projets et programmes qui permettent de booster le secteur en mettant l'accent sur les chaînes de valeur et en dernier lieu, penser à la transformation des produits du secteur pour que l'élevage puisse être un secteur dynamique dans le processus de développement économique et social de notre pays. L'honorable député Mamadou Diop, j'ai déjà répondu à la question. Et maintenant pour la part de l'élevage dans le PIB, effectivement, le ministre a répondu à l'honorable député Aïssatou, je confirme. On est à 35% du PIB et donc le secteur se porte plus ou moins bien. La faiblesse du budget relevée par honorable Kobi Ndiaye moo ko waxoon moom it ni budget bi dafa tuuti nan ko yóbbu 40 milliards xam naa du ñàkk bis ci kanam budget bi dina yegg foofu maa ngi leen sant di leen gërëm. Je vous remercie.